Donc, tout simplement, la PJJ est une direction du ministère de la Justice qui est en charge du soutien éducatif des mineurs qu'on dit sous main de justice. Donc, les mineurs sous main de justice sont de deux types. Soit c'est des mineurs qui relèvent de ce qu'on appelle le civil, donc de l'assistance éducative, ce qui s'appelle en fait l'enfance en danger. Ce sont principalement des mineurs qui auraient été signalés, qui auraient été victimes de mauvais traitements, d'abus, de violences, etc., et qui sont suivis par un juge des enfants qui va essayer de pallier aux difficultés que l'enfant a pu rencontrer, ou ce qui relève du pénal. Donc le pénal renvoie en fait davantage aux mineurs délinquants, donc des mineurs qui sont suivis pour des délits, des crimes qu'ils auraient commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans. Donc ce qui est assez intéressant et ce qui est assez spécifique dans le cas français, c'est que vous avez la même institution qui est en charge de mineurs relevant de l'enfance en danger ou des mineurs délinquants. Ceci dit, la proportion n'est pas équivalente. Et à peu près 90% des activités de la PJJ en fait, relèvent des mineurs délinquants. Et c'est principalement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La PJJ, en termes de morphologie, c'est une institution qui réunit à peu près 8500 agents, en tout cas aux chiffres les plus récents, un peu plus en fait. Et la moitié des effectifs est composée principalement donc, d'éducateurs. L'institution est assez variée et vous retrouvez des travailleurs de la PJJ dans des espaces assez diversifiés. Donc vous avez des unités PJJ par exemple au sein des tribunaux pour enfants, c'est ce qu'on appelle les CEAT. Vous avez des unités PJJ qui font ce qui s'appelle du milieu ouvert, c'est-à-dire que les mineurs sont maintenus dans leur environnement habituel, notamment au sein de leur famille. Par contre, ils sont suivis régulièrement par des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues, pour des réunions régulières de suivi et d'accompagnement. Vous avez également des institutions qui sont fermées, donc qui s'opposent évidemment au milieu ouvert, du type CER, CEF, qui ont défrayé la chronique ces dernières années, centres éducatifs fermés, centres éducatifs renforcés. Vous avez également des établissements plus pénitentiaires, donc soit qui sont spécifiques aux mineurs, EPM, établissement pour mineurs, soit des quartiers réservés. Et vous avez également des agents de la PJJ, donc qui sont de la fonction publique, qui peuvent intervenir de manière plus ponctuelle dans des associations qui sont habilitées et qui interviennent à titre individuel. Dans le cadre de l'enquête, même si le titre de l'intervention c'est la PJJ, en fait c'est beaucoup plus situé. J'ai fait une enquête assez précise en fait sur une unité particulière qui est une UMO, donc qui relève du milieu ouvert, unité éducative de milieu ouvert, d'une ville de banlieue parisienne, dont je tairai le nom, mais qui correspond, parce qu'il faut avoir quelques données pour comprendre un peu la population que j'ai pu voir traiter, qui correspond à peu près à 4 communes de la grande banlieue. Cette banlieue un peu typique de la région parisienne où vous avez la juxtaposition entre des grands ensembles et de la zone pavillonnaire, mais qui se caractérise pour autant par un niveau de vie relativement faible. Le revenu moyen sur la population qui est prise en charge par l'unité que j'ai étudiée est à peu près 30% inférieur à la moyenne régionale d'Île-de-France, donc une zone relativement défavorisée, dense en termes urbanistiques, donc assez densifiée, avec des problèmes de violence des mineurs assez saillants. Des villes qui ont été assez actives dans les fameuses émeutes de 2005, donc avec une population qui a été en partie suivie par l'UMO. Et l'unité que j'ai pu étudier suivait à peu près 200 cas par an, principalement à 80% des garçons de 16 à 18 ans, et donc qui sont en termes de surreprésentation, si vous voulez, des minorités raciales. Il y a une grande proportion de mineurs issus de l'immigration nord-africaine, subsaharienne, un petit peu de Roms également. Et ce qui fait que l'unité, tout en étant traversée par les enjeux qui nous intéressent au sein du colloque, c'est-à-dire en gros la prise en charge, le traitement des publics, est relativement quand même spécifique. Toutes les unités de la PJJ ne sont pas affaires à ce public-là. Vous avez des unités PJJ en milieu rural, vous avez etc. Mais par rapport à l'enquête précise, ce que j'ai pu observer est quand même très particulier à ces espaces-là. Quand j'ai commencé à travailler sur la PJJ, j'étais relativement peu au fait. Je ne viens pas de cette sociologie-là, j'avais d'autres sujets d'études, peu au fait de l'institution et de ce que je m'attendais à trouver. Et en fait, j'avais davantage parti sur l'idée de rencontrer une institution d'encadrement, avec l'hypothèse que j'allais pouvoir étudier la manière dont une institution était en charge d'encadrer, y compris sur le plan moral, des mineurs. Et je pensais, pour le coup, dérouler, ou en tout cas déployer, une sociologie relativement classique sur ces institutions d'encadrement. Et ce qui s'est relativement rapidement avéré, ce que j'ai pu observer très vite, et en fait ce à quoi je ne m'attendais pas, et ce qui m'a particulièrement intéressé, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à quel point les agents étaient, ou se pensaient,
comme étant des travailleurs qui étaient pris dans un moment particulier de crise, qui ne se sentaient pas nécessairement particulièrement bien dans leur travail, pour des raisons très diverses et qui pouvaient être exprimées sur des modes très différents en fonction des individus, mais qui pour autant répétaient, sur des modes assez différents, mais qui répétaient que leur expérience du travail avait évolué, que la manière dont ils travaillaient actuellement ne correspondait plus nécessairement à ce pourquoi ils s'étaient engagés, qu'ils étaient souvent en désaccord politique, parfois moral, avec la manière dont les mineurs dont ils avaient à les gérer, et sentaient parfois en porte-à-faux par rapport à la population qu'ils étaient en charge d'encadrer et par rapport à la politique qui leur était demandée d'appliquer concrètement. Et donc c'est un petit peu à partir de ça que j'aimerais proposer une réflexion. Mais j'aimerais la proposer en fait de manière un peu binaire. Alors c'est un peu grossier, mais c'est un peu par souci pédagogique pour la présentation. Je vais essayer de dégager en fait deux axes, deux manières de penser. Une partie peut-être un petit peu plus macro-sociologique, où je vais essayer de penser cette crise-là sur un temps un peu plus long, essayer de repenser cette crise-là par rapport au discours actuel autour de la délinquance juvénile, essayer de la resituer par rapport à la manière politique dont on envisage et on traite aujourd'hui les mineurs délinquants. Et après, dans un deuxième temps, revenir peut-être davantage sur les pratiques professionnelles que j'ai pu observer. J'essaierai de développer un cas ethnographique particulier et je vous présenterai à partir de ce cas précis comment est-ce que, il me semble qu'on peut tirer certaines ficelles pour essayer de comprendre justement les enjeux qui se jouent au sein de l'unité. Alors, premier point, la partie davantage peut-être macro-sociologique. Je vais repartir en fait d'un point d'actualité assez actuel, donc c'est toujours un peu délicat de parler, de commenter l'actualité, surtout quand on est sociologue, on n'est pas toujours les meilleurs pour faire ça, mais c'est assez révélateur, à mon avis, de ce qui se joue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un changement de gouvernement, et la nouvelle ministre de la Justice, donc Mme Taubira, quasiment dès sa prise en fonction, une de ses décisions, ça a été la suppression annoncée des tribunaux correctionnels pour mineurs. Donc, ces tribunaux correctionnels pour mineurs avaient été instaurés dès le 1er janvier dernier et sont relativement récents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les premières mesures de la ministre, ce qu'elle a considéré comme étant le plus urgent et aussi le plus marquant par rapport à son engagement politique, ça a été d'intervenir sur la justice des mineurs. Elle a été évidemment extrêmement critiquée. On peut supposer que sa volonté participait également d'une volonté de mise en débat de cette situation-là, notamment par la droite parlementaire. Les principaux personnes qui ont attaqué Mme Taubira sont Jean-François Copé, Bruno Béchiza également pour l'UMP, et qui ont déployé un discours du type c'est une politique qui serait laxiste, la justice des mineurs ne peut pas être renvoyée à simplement de l'éducationnel, il ne faut pas être angélique, il faut déployer au contraire une politique qui soit répressive pour juguler une population qui serait particulièrement dangereuse et dont la dangerosité irait croissante. Et donc, c'est rejoué de ces 15 derniers jours, ce qui se joue en fait depuis déjà une quinzaine d'années, c'est-à-dire des débats relativement structurés et qui opposeraient de manière assez aporétique, c'est-à-dire toujours répétés plus ou moins sur le même mode, les défenseurs de ce qui s'appellerait un pôle répressif contre les défenseurs d'un pôle éducationnel, les uns se définissant en opposition aux autres, avec des prises de débat qui fonctionnent systématiquement sur le même mode. Vous avez des agents qui se plaignent du manque d'activités répressives pour encadrer les mineurs, et à l'inverse, vous avez des défenseurs des mineurs ou des gens qui se présentent comme tels, qui vont au contraire défendre une approche beaucoup plus éducative. À chaque fois, sans nécessairement définir ce qu'ils entendent par éducatif, ni définir ce qu'ils entendent par répressif, mais les agents ont un sens pratique qui fait que pour le coup, c'est perçu comme étant relativement évident par les professionnels. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne se recoupe pas nécessairement avec des clivages gauche-droite parlementaires et il ne faut pas se laisser avoir quelque part par le ton un peu politique de la présentation, puisque pour le coup, si vous prenez par exemple la gauche parlementaire, dès le milieu des années 90, vous avez des acteurs comme Chevènement qui a parlé des sauvageons. Si vous reprenez le programme de Royal en 2007, elle préconisait l'encadrement militaire. Si vous reprenez le programme de Hollande pour les élections de 2012, il envisage de doubler le nombre de CEF aujourd'hui. Donc il y a à la fois des positionnements qui vont cliver sur un plan politique et en même temps une sorte d'adhésion un petit peu générale au principe qu'il faudrait toujours davantage de répression, mais c'est dans la forme de répression qu'il y a des formes de compétition. Ce qui est assez intéressant à relever, c'est qu'il me semble que ce mouvement, en fait, qui peut s'observer depuis, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années, va à l'encontre d'une grande partie de l'éthos des professionnels qui sont justement en charge de la gestion des populations et qui, elle, peut davantage se saisir, à mon avis, dans un temps beaucoup plus long,
en retraçant vraiment la généalogie de la justice des mineurs, puisque pour le coup, eux, qu'ils en aient conscience ou pas, sont en partie porteurs de ces pratiques-là. Et il y a un vrai sentiment de décalage qui émerge justement de cette tension entre des débats politiques qui s'organisent autour d'un développement de la répression et des pratiques professionnelles qui, pour partie, se sont focalisées sur d'autres formes de techniques. Si on revient sur le temps long de la justice des mineurs, et je le ferai brièvement pour pas empiéter trop sur le temps, mais quelques idées importantes, ça date à peu près de 200 ans. On peut remonter à peu près au milieu du XVIIIe siècle pour penser une nouveauté, une spécificité de la justice des enfants. Et il y a toute une sorte de technologies judiciaires qui se sont déployées à partir du XIXe siècle pour prendre en charge la particularité enfantine. Si je vous renvoie plus précisément aux travaux d'Ariès ou de Foucault, qui étaient très influencés par Ariès, qui montrent très bien comment est-ce que les enfants ont été progressivement spécifiés des adultes. Il y a eu une sorte de volonté de penser l'exceptionnalité enfantine, principalement définie sur un plan juridique autour de l'excuse de minorité, donc seraient enfants les moins de 18 ans, aujourd'hui, mais la barrière légale a pu modifier, mais avec cette idée qu'il faudrait un traitement particulier, qu'on ne pourrait pas les aligner sur le traitement des adultes. Cette idée-là ne va pas de soi, elle est le produit d'une histoire, et cette histoire est au final relativement récente. Ceci dit, elle a des effets. Et parmi ces effets, il y a eu depuis 200 ans, alors même s'il y a des mouvements de balancier qu'on peut observer dans l'histoire, en gros, une tendance vers une humanisation des peines. C'est-à-dire qu'en gros, le traitement qui doit être réservé aux mineurs doit être plus adouci que le traitement qui doit être réservé aux majeurs. Encore une fois, ça semble évident, mais ça ne va pas de soi. Et ça, c'est le produit d'un travail social relativement long. Cette administration, cette gestion des enfants passe d'une part par le judiciaire, mais aussi par une administration qui s'est déployée pour la prendre en charge. On parle souvent autour de la justice des enfants de la date de 1945, autour de l'ordonnance de 1945, qui aurait été le mouvement fondateur de la spécificité française, où il y aurait eu pour la première fois, à la Libération, l'affirmation d'un primat. Il fallait d'abord éduquer avant de réprimer. Alors si vous regardez un petit peu l'histoire, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, dès les années 30-40, vous avez une administration qui se met en place, qui va être consacrée par l'ordonnance de 1945, mais une administration en charge de la gestion à l'origine des établissements au sein desquels les mineurs sont envoyés, sont les éducateurs. On appellera d'abord les moniteurs éducateurs, puis ensuite les éducateurs de l'éducation surveillée, et puis beaucoup plus récemment, depuis 1991, les éducateurs de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et vous avez comme ça une administration qui est mise en place, qui est en charge de gérer les mineurs qui sont sous main de justice et qui sont pris qui sont suivis par un juge des enfants. Donc le juge des enfants est en charge de déterminer soit de l'assistance éducative si c'est du civil, soit la peine si c'est du pénal. Pour autant, dans leur mission, ils sont accompagnés par ces éducateurs qui sont en charge des institutions. L'existence de cette administration fait que vous avez des savoirs professionnels qui se sont mis en place, qui se sont institutionnalisés, qui se sont déployés et qui se sont progressivement autonomisés des juges des enfants. C'est-à-dire que vous avez une vraie pédagogie dans l'encadrement qui est transmise au sein de la PJJ de génération en génération, qui fait que le travail aujourd'hui des éducateurs est somme toute relativement distinct de celui des juges. Il est vraiment constitué comme étant une entité relativement spécifique. Et cette identité professionnelle est très travaillée par la croyance qu'ils ont un lien particulier avec les mineurs et que la définition même de leur travail se situerait dans ce lien-là. C'est-à-dire que les éducateurs de la PJJ disent très régulièrement que leur mission, avant toute chose et en tout premier lieu, c'est justement de créer ce lien-là, d'essayer d'avoir une relation particulière avec les enfants et que de cette relation particulière va pouvoir se déployer une capacité de rédemption. C'est à partir de l'activité qu'ils vont avoir auprès des enfants qu'il va y avoir un cheminement, c'est le mot qui est utilisé, donc vous voyez vraiment la dimension sécularisée du terme, un cheminement qui va être possible vers une forme de salvation. Ce qui est assez intéressant, c'est que le moment pensé comme étant l'âge d'or de l'institution n'est absolument pas aujourd'hui, c'est les années 70, où pour le coup l'institution était la plus autonome, la plus indépendante, et n'était absolument pas critiquée dans son fonctionnement. Et justement, pour les agents, le travail qu'ils fournissent aujourd'hui est particulièrement, en tout cas ils le perçoivent comme ça, particulièrement remis en question par le pouvoir politique ou par les débats autour de la délinquance juvénile, justement parce qu'il revient sur l'autonomie qui était la leur, l'autonomie éducative qu'ils avaient déployée, avec ce sentiment qu'on ne leur laisse plus faire ce qu'ils considèrent être le cœur de leur métier,
que leur activité est aujourd'hui rationalisée, bureaucratisée, qu'ils sont obligés de rendre des comptes sur ce qu'ils font. Donc je ne me prononce absolument pas sur le bien fondé ou pas de cette exigence-là, mais en tout cas, ils se sentent observés, jugés, contrôlés. Ils sont souvent en désaccord avec la manière dont eux-mêmes envisagent leur activité, puisque comme ils la définissent sur du temps long et sur du lien, et sur de la relation qu'ils essaient de constituer avec les mineurs, le fait d'être aujourd'hui contraints de devoir se justifier par rapport à leurs actions suscite énormément de troubles et de sentiment de décalage par rapport aux exigences qui pèsent sur eux. Donc voici pour la dimension un peu plus macro-sociologique. Je vais maintenant revenir davantage sur une scène ethnographique que j'ai pu observer lors de mon travail de terrain, pour essayer de penser à partir d'un cas concret, justement, ces troubles dans l'action et ces difficultés qui peuvent émerger. Je vais vous parler d'une visite à domicile. Alors, visite à domicile ou VAD dans le jargon professionnel, c'est en fait ces moments où les éducateurs se déplacent dans le foyer des mineurs pour essayer d'observer l'enfant dans son environnement habituel et de rencontrer les parents pour contrôler aussi, voir également la manière dont le mineur ou la mineure vit son quotidien. Je vais vous lire la scène ethnographique, donc j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif, mais comme c'est de l'ethnographie, c'est rédigé, donc je vais vous lire cet extrait-là. En septembre 2010, Malik, éducateur, décide de rendre visite à Soumaï, un garçon d'origine ivoirienne âgé de 17 ans. Le mineur est suivi dans le cadre d'une affaire de stupéfiants qui doit être prochainement jugée. Nous nous garons devant un bâtiment délabré. Des détritus jonchent le sol aux alentours du parvis. Ni Soumaï ni sa famille n'ont été prévenus de notre arrivée. Sans connaissance du digicode ou de l'interphone, nous attendons quelques minutes qu'une voisine accepte d'ouvrir la porte de l'immeuble. Il faut emprunter l'ascenseur pour accéder au 5e étage. L'odeur d'urine est difficilement supportable. La crase des parties communes rend le sol noir et collant. Malik sonne au palier qu'il reconnaît de mémoire. Un petit garçon noir de 3 ans ouvre la porte. Il reste silencieux quelques secondes, jusqu'à ce qu'une femme s'approche et se tienne dans l'encadrement. C'est la mère de l'enfant et de Soumaï. Elle semble faible et reste silencieuse. Après la visite, l'éducateur m'expliquera que Madame souffre depuis une dizaine d'années des conséquences d'une attaque cérébrale qui l'a laissée handicapée. Une jeune adolescente un peu apathique nous rejoint sur le perron. Malik se présente et lui demande si Soumaï est présent et disponible. L'adolescente nous apprend qu'il s'est absenté, mais elle nous permet d'accéder à l'appartement le temps de récupérer le numéro de téléphone d'une des sœurs du jeune homme. L'appartement distille à son tour une odeur agressive de renfermé, d'humidité et de graisse. Nous attendons dans le salon où ce qui en fait office. La pièce rectangulaire, d'une 15aine de mètres carrés, est meublée de 4 lits individuels alignés contre chacun des 4 murs. Au centre de la pièce, une table basse est couverte de biberons sales, de miettes et de reliefs de repas. La pièce est sombre, les rideaux tirés. Les prises sont abîmées et des fils électriques courent le long des murs. Tout semble misérable et délaissé, à l'exception d'un immense écran plat. L'adolescente, qui a ouvert la porte, s'assoit sur l'un des lits, se tourne vers la télévision qu'elle fixe d'un regard vide et se drape dans une couverture. Malik tente de nouer la conversation. Elle répond brièvement, parfois de manière sèche et brutale, les yeux rivés sur l'écran. Elle dit être la belle-sœur de Soumaï. Celui-ci serait allé dormir chez un ami, puisque vous voyez qu'il n'a pas de place ici. Il ne passerait que pour prendre des douches et se laver, peut-être plus tard dans la journée, mais elle n'en est pas sûre. Malik tend à la jeune femme une convocation officielle au tribunal pour enfants qui lui demande de remettre à Soumaï. Elle la prend d'un geste mécanique, les yeux toujours fixés sur la télévision. Nous quittons l'appartement lorsque l'enfant de 3 ans se met à pleurer. Personne ne répond à nos salutations. De retour dans la rue, Malik désigne un immeuble avoisinant où un jeune adulte de 22 ans a été tué 2 mois plus tôt. Il a été abattu par l'un de ses anciens amis, impliqué lui aussi dans une affaire de drogue. L'éducateur l'avait suivi plusieurs années à la PJJ. Lorsqu'il évoque ses souvenirs, les yeux brillants du professionnel trahissent son émotion. De retour dans la voiture, un silence pesant s'installe. Je demande si quelque chose ne pourrait pas être envisagé pour l'enfant de 3 ans. J'évoque le signalement sans oser le mentionner. L'éducateur réagit violemment. « Et tu penses à quoi? Un signalement? On ne va pas faire un rapport aux services sociaux à chaque fois que les gens sont pauvres. On s'en sortirait pas sinon. Et ce serait mieux pour le gosse d'être tiré. » Quelques semaines plus tard, à la lecture du rapport que l'éducateur adresse au juge des enfants en charge de Soumaï, il n'est quasiment pas fait mention des conditions de vie extrêmement difficiles dans lesquelles évolue l'adolescent. Comme souvent, l'éducateur préfère s'étendre sur le comportement scolaire du mineur et, surtout, sur les efforts dont il aurait fait preuve pour tenter de s'insérer sur le marché du travail en cherchant une formation appropriée.
J'ai choisi de vous présenter en fait cette scène parce que derrière son côté relativement anecdotique, à mon avis, elle contient beaucoup des questions et des dilemmes et des problèmes que se posent les professionnels, et je vais essayer de les distinguer un peu successivement dans le temps qui me reste, en essayant d'isoler justement les points qui me semblent les plus intéressants. D'abord, c'est dans la place ou la non-place accordée par les professionnels au traitement des inégalités. À l'instar en fait de Malik, les éducateurs sont assez nombreux à connaître, à expérimenter, à savoir les conditions de vie extrêmement délicates dans lesquelles les mineurs peuvent vivre le plus souvent. Pour autant, cette expérience-là, cette connaissance-là n'est pas nécessairement transmise aux magistrats. C'est-à-dire que vous avez une vraie occultation, partiellement volontaire, de la dimension sociale du travail socio-judiciaire. Les raisons, elles sont multiples. Elles tiennent en partie au poids relativement important, voire croissant, de la psychologie dans le travail social. Ça, c'est relativement connu, je ne reviens pas là-dessus. Vous avez... Alors, ça a des conséquences. Cette forme de psychologie, ça fait que vous avez une sorte de causalité psychique dans l'apparition des dysfonctionnements. On considère que les dysfonctionnements, notamment la déviance, viendraient d'un moment, d'un trouble dans le passé, dans l'enfant, d'un moment de souffrance qu'il faudrait isoler, revenir et essayer de penser. Et donc, pour le coup, cette focalisation sur l'histoire, la trajectoire, fait que pour le coup, vous avez nécessairement une occultation concomitante des conditions sociales. Vous avez une formation des professionnels qui est relativement peu ouverte aux sciences sociales, c'est en train d'évoluer, mais pour autant, la formation en sociologie est relativement faible. Vous avez la structure bureaucratique des échanges entre la PJJ et le tribunal, ce qui fait que pour le coup, la communication entre les deux institutions qui devraient travailler ensemble est relativement standard et standardisée. Les écrits, par exemple, ces documents qui transfèrent de la PJJ au tribunal pour informer, notamment suite aux enquêtes sociales qui sont demandées, etc., sont extrêmement liminaires et se focalisent le plus souvent justement sur la trajectoire des mineurs. Mais vous avez aussi une dimension peut-être plus morale et politique qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que dans le discours des éducateurs, vous avez cette volonté relativement affirmée de ne pas vouloir réduire les enfants à là d'où ils viennent. Alors, ça se retrouve sous des formes assez diversifiées. Dans les discours, vous retrouvez des phrases comme les mineurs qu'on suit sont comme les autres. C'est pas parce que son père est plombier qu'il va être plombier. Il peut sortir de sa cité, il y en a plein qui sont arrivés. Il peut tout faire, il peut prendre sa vie en main, etc., etc., etc. Et il n'est pas rare d'ailleurs que, en termes d'exemplification, les éducateurs m'expliquent qu'ils ont traité des cas particulièrement sordides, des anecdotes particulièrement désagréables auprès de mineurs issus de la bourgeoisie blanche, éduquée, etc. Pour autant, tout dans leur pratique montre qu'il y a une surreprésentation extrêmement forte des mineurs issus de l'immigration et issus évidemment des quartiers défavorisés. Pour autant, il y a une forme de négation, encore une fois, de cette dimension sociale, mais qui n'est pas de la blindness, qui n'est pas en fait de l'aveuglement par rapport à la couleur ou à la classe, qui est plutôt perçu comme étant une forme de respect que les éducateurs accorderaient aux mineurs. C'est-à-dire, c'est lui faire respect, c'est lui rendre service que de ne pas en parler, puisque c'est lui faire confiance quant à sa capacité à faire comme si les conditions sociales qui s'exerçaient contre lui n'étaient pas aussi limitantes que ce qu'elles sont objectivement. Donc vous avez une forme de paradoxe. C'est-à-dire que l'encadrement qui est déployé est aveugle à la dimension sociale, alors même que, pour le coup, elle n'a de raison d'être qu'au final, qu'en grande partie qu'à cause de cette raison sociale. Et donc, il y a une vraie mythologie de l'égalité des chances, et les éducateurs se perçoivent également comme étant des agents qui sont en charge de cette garantie-là. C'est-à-dire que le travail qu'ils vont essayer de déployer ne va pas nécessairement être un travail palliatif sur le plan des inégalités, économiques, raciales ou autres, mais davantage un travail qui va faire porter la responsabilité de l'amélioration, si vous voulez, au mineur en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est au mineur de se saisir de la chance qu'on va lui mettre, qu'on va lui offrir. C'est au mineur de faire en sorte que les activités qu'on va déployer, il sache s'en saisir. Donc vous avez une sorte de retournement comme ça par la responsabilisation qui va s'exercer, qui fait que pour le coup, le travail social va principalement se déployer dans un ordre un peu libéral auprès des enfants. Donc ils se retrouvent eux-mêmes en charge donc, de leur propre rédemption. Vous avez également une autre dimension qui me semble importante, c'est sur l'aide contrainte et le degré de coercition. Vous avez une vraie tension. La détermination de ce qui regarde ou de ce qui ne regarde pas le travail social repose en grande partie sur le choix même des éducateurs. C'est-à-dire que si vous reprenez l'exemple de Malik, de ne vouloir ne pas signaler, alors que pour le coup, les conditions objectives auraient pu justifier un signalement. Encore une fois, je ne me prononce pas du tout sur le fait qu'il aurait fallu le faire ou pas.
pas de mon travail, mais simplement effectivement sur l'observation réelle des conditions de vie, ça aurait pu être justifié. Pour autant, là, ce n'est pas fait. Il y a des situations où ça aurait été fait. Des auteurs comme Delphine Serre ont travaillé principalement sur cette question-là. Et vous avez un vrai pouvoir discrétionnaire qui va se déployer, mais qui peut se déployer non pas nécessairement pour renforcer les modalités de contrôle, ce qui a peut-être principalement été envisagé par les sciences sociales, mais aussi davantage parce que c'est assis, encore une fois, sur les formes de respect qu'on va essayer de déployer et sur un regard politique et moral qu'on porte aux populations encadrées. Mais ce qui fait que ça produit une sorte de sentiment de trahison constante. C'est-à-dire que les éducateurs se retrouvent en position de pivot par rapport aux familles, par rapport aux juges, par rapport plus généralement à une sorte d'attraction de la société, et sont en charge de déterminer s'il faut agir ou pas agir, et les conflits de loyauté sont particulièrement forts et particulièrement mal vécus par les agents. C'est d'autant plus renforcé que, pour certains d'entre eux, notamment les plus jeunes, vous avez une forme de parcours partagé. Il n'est pas rare que les populations, disons, à prendre en charge soient des groupes minorisés et eux-mêmes sont souvent, en tout cas parfois, de plus en plus, issus de l'immigration. Ce qui fait que pour le coup, il y a une forme de projection aussi, c'est-à-dire que des individus qui sont parfois issus des quartiers populaires, qui sont parfois eux-mêmes minorisés, mais qui ont quand même réussi à avoir un niveau d'éducation suffisant pour pouvoir s'engager dans la protection judiciaire de la jeunesse, vont projeter sur les enfants la possibilité de s'en sortir. Moi, je m'en suis sorti, donc lui, il va s'en sortir. C'est possible qu'il s'en sorte. Et c'est lui faire confiance et lui rendre service que de croire ou de faire croire qu'il lui est possible de s'en sortir. Mais ce qui fait que le porte-à-faux, ou le sentiment de faux-semblant, il est d'autant plus renforcé que vous avez pour le coup une trajectoire comme ça qui est parfois partagée. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les populations, ou les parents par exemple, ou même des fois les mineurs, parlent par exemple en arabe aux éducateurs. Vous avez un trouble, une gêne extrêmement forte qui va s'exprimer. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui implicitement vous rappelle que vous n'êtes pas nécessairement l'agent aveugle que vous prétendez être par l'idéologie de la fonction publique, mais que vous êtes après tout ce que votre physique, vous êtes aussi ce que votre physique exprime. Et puis vous avez ce qu'on peut un peu appeler, alors une sorte de, je termine, une sorte de syndrome de l'écran plat. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le malaise que moi-même je peux avoir en tant que sociologue, en fait, lorsque je rencontre une situation ethnographique ou une famille défavorisée, extrêmement pauvre, à un immense écran plat. Il y a un choix, c'est-à-dire lorsque j'en rencontre, je sais que pour le coup l'effet va être relativement stigmatisant aussi, puisque je participe d'une forme de condamnation où je sais j'ai relevé cette dimension-là parce qu'elle me pose problème implicitement. En tout cas, je voyais que ça dans la pièce. Donc c'est évidemment social, moral, c'est légitime ma position, etc. Avec cette forme de condamnation implicite que l'argent est mal dépensé. C'est-à-dire qu'une vraie famille, une bonne famille, n'aurait pas dû mettre de l'argent dans un écran plat et aurait pour le coup dû améliorer les conditions de vie des enfants. Sauf que ce qui est valable pour moi en tant que sociologue, en termes de stigmatisation, n'a pas beaucoup d'enjeux. Mais pour les éducateurs, c'est beaucoup plus fort parce que ces formes de condamnation-là, elles vont avoir des effets directs. C'est-à-dire que est-ce que eux, par exemple, ils vont mettre dans leur rapport qu'il y a des écrans plats ? Est-ce que eux, ils vont mettre dans leur rapport, dans leurs écrits, que les familles ne sont pas nécessairement les familles qu'il faudrait qu'elles soient, soit en termes de victimes, soit en termes de mauvaises familles, soit dans le côté bonne famille, soit du côté de mauvaise famille. Et vous avez une forme de miroir dans cette question-là. C'est-à-dire que leur propre positionnement en termes sociaux et moraux, elle est particulièrement difficile à gérer et surtout elle n'est portée que par eux. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de moments où ils peuvent en discuter, où ils peuvent mettre ça à plat, où ils peuvent objectiver ces situations-là, en grande partie parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans une sorte encore une fois, de logique de fonctionnaire qui pose question et qui interroge l'action qu'ils sont en train de déployer. Donc, comme j'ai déjà dépassé le temps, juste en termes de conclusion, l'objectif de vous montrer à la fois la dimension macro-sociologique et micro-sociologique, c'était peut-être pour répondre un peu à la question de Bernard hier, c'est-à-dire en gros quelle est la portée critique des économies morales. Et il me semble que justement, elle réside dans cette articulation qui est possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de penser la crise ou les difficultés que traverse la PJJ à partir du temps long, des discours politiques, du contexte actuel. C'est faire abstraction des dilemmes, des problèmes et des solutions qui sont apportées en pratique. À l'inverse, si on se concentre uniquement sur l'ethnographie, etc., on ne saisit pas nécessairement que le malaise des éducateurs, il est aussi lié aux exigences qui pèsent sur eux, soit en termes de transformation de leur activité, bureaucratisation, rationalisation, exigences qui se déploient,
mais également par rapport aux mises en accusation auxquelles ils ont à faire face constamment, comme quoi ils seraient inefficaces, comme quoi la justice des mineurs serait aujourd'hui mal gérée, comme quoi il y aurait un vrai problème autour de la délinquance et que les politiques déployées depuis une vingtaine d'années auraient été inefficaces. C'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est pas dans le choix à apporter à un cadre analytique plus qu'un autre, mais davantage peut-être dans leur articulation. Et c'est justement leur articulation qui permet de comprendre les politiques qui se déploient et les formes pratiques d'encadrement et de traitement des publics. Je vous remercie.